Rebonjour en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Bonjour Eric Abissira. Bonjour Laurence. Vous êtes le vice-président de l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie. Vous êtes donc le vice-président de Thierry Marx et vous êtes également le président de l'UMIH des Alpes-Maritimes. Nice-Azur-et-Alpes, oui, tout à fait. Merci d'être avec nous. Peut-être première question, on fait un petit point de situation sur comment se porte votre industrie. On va avoir les JO, on va avoir pas mal de grands événements. C'est un métier qui a été secoué, on va en reparler. Début juillet, comment ça se passe? En effet, on a sur le territoire cette année beaucoup d'événements, et notamment d'événements marquants planétaires qui sont les Jeux Olympiques de Paris, qui vont profiter forcément à l'hôtellerie parisienne et Île-de-France, mais aussi sur les autres sites touristiques olympiques, que ce soit Marseille, Lille, Nice, parce qu'on a tous des événements sur une période qui, de toute façon, est une période en termes de saisonnalité qui est toujours très intense sur certains de nos pôles touristiques français, du 26 juillet au 11 août, bien évidemment, on est sur le pic de la saisonnalité, mais je pense que pour l'hôtellerie francilienne, ça va être un véritable apport et les chiffres qui nous ont été communiqués récemment par l'Observatoire du tourisme le démontrent. Justement, les chiffres, c'est une croissance un petit peu plus forte que les autres étés. Oui, tout à fait. À date, on a des taux d'occupation qui flirtent avec les 70 à 75% en fonction des catégories sur Paris Intramuros, ce qui est une progression de 14 à 15% sur une période normale. Donc on va dire que c'est plutôt de bon augure pour la profession. C'est de bon augure. Alors certains vont se satisfaire de ces chiffres, d'autres estimeront que compte tenu de l'événement et de l'importance de cet événement, on pourrait faire plus. Tout à fait. En termes d'étrangers qui visitent la France, c'est vrai que les Américains viennent souvent, ils aiment bien Paris. Voilà. Est-ce que cette année, ça se confirme? Ça se confirme. La clientèle américaine va répondre présente à la file touristique sur la période des Jeux Olympiques, mais aussi sur l'ensemble du territoire. Il n'y a pas que Paris qui va profiter de cette clientèle américaine. Et il n'y a pas que les JO, il y a le Tour de France. Il n'y a pas que les JO, il y a le Tour de France cycliste qui est lui aussi un événement planétaire avec la Coupe du Monde de football. Donc je pense que là, on a quand même deux événements qui sont porteurs et qui vont attirer énormément de clientèle étrangère, notamment la clientèle américaine, comme vous venez de le souligner, avec 2 places aéroportuaires, que ce soit Paris-CDG ou le deuxième aéroport international français qui est Nice-Côte d'Azur, qui font qu'aujourd'hui, on a une offre nombreuse de vols directs en provenance des USA qui peuvent nous laisser présager un très fort taux de présence de clients touristiques américains. Alors vous venez de parler de la plateforme aéroportuaire et il y a un sujet souvent qu'on en a beaucoup évoqué depuis le Covid, c'est qu'il y a des liaisons de la France, notamment du territoire ici dans le sud avec la Chine. Il y a eu des réouvertures de lignes aériennes. Est-ce que le thème aujourd'hui, pendant 2 jours des rencontres économiques, c'est relier les mondes? Est-ce que finalement, aller chercher aussi une clientèle peut-être pas que l'on a oublié, mais avec laquelle il était peut-être plus difficile de communiquer à cause de la crise sanitaire, ça revient? Oui, vous avez sûrement raison. Peut-être que les efforts qui ont été faits par l'ensemble des projets du tourisme, notamment à Tout France, c'était d'aller chercher de nouveaux marchés avant la crise Covid. Notamment, vous parlez du marché chinois qui était un marché prédominant sur la destination en France et qui nous a, compte tenu de cette période Covid, conduit à aller chercher des marchés qui nous étaient naturels et avec des actions de promotion qui aujourd'hui font que ces destinations sont de nouveau demandeuses de la destination France. Alors je le disais tout à l'heure, votre profession a été secouée par la crise sanitaire et puis parce que c'est aussi une profession qui évolue. Airbnb, c'est toujours un sujet. Vous avez introduit une procédure il y a quelques jours. Alors Airbnb, c'est un sujet que l'UMI porte depuis maintenant plus de 12 années. La différence, c'est que cette année, on a eu 26 hôtels courageux parce que d'aller affronter Goliath, Airbnb et nous, le petit David, c'était une difficulté d'avoir à entraîner avec un incubateur qui est l'UMI, de trouver 26 établissements qui voulaient engager une action contre un bien en concurrence déloyale. C'est fait puisque l'assignation a été faite à Airbnb Ireland le 20 juin et qu'on a une audience qui est prévue le 6 septembre au tribunal de commerce de Dizieu. Donc je dis que ces hôteliers sont courageux parce que la procédure va être longue et qu'en effet on a David contre Goliath. Vous savez que vous vous engagez dans un long combat. Dans un long combat et de David contre Goliath. Nos propos à nous, c'est pas de couper la tête de Goliath comme l'a fait David, mais c'est par contre retrouver un équilibre. Et au lendemain de notre conférence de presse, Airbnb a sous-entendu qu'on allait enlever la bouche de la peine des Français. Non, nous aujourd'hui la cible, c'est la profanisation des meublés touristiques de courte durée, où on a aujourd'hui des investisseurs qui créent des parcs locatifs. Qui crée cette concurrence déloyale. Ce n'est pas les personnes qui sont en résidence principale et qui peuvent louer leurs biens 120 jours par an. Elle n'est pas là la cible de l'action judiciaire. Nous, je le répète,
La cible, c'est cette professionnalisation des milieux touristiques de courte durée et d'aller retrouver un point d'équilibre. Je ferai un parallèle. Aujourd'hui, on a souhaité longue vie à l'équipe de France. On a un match ce soir. Et ben, c'est comme si sur le terrain, ce soir, rentraient deux équipes sur un terrain, mais pas avec les mêmes règles. C'est exactement ce qu'on vit. Et vous savez que la procédure va être longue. Ça va durer plusieurs années. Est-ce que d'autres hôtels pourraient vous rejoindre, peuvent venir écoutez, on a aux eu 26 premiers? Les 26 premiers hôtels ont eu énormément de gestes de remerciements, de confrères qui nous ont trouvés courageux. Et certains sont d'ores et déjà en rapport avec le cabinet Goldwyn, notre cabinet d'avocats, qui, à titre anecdotique, est le cabinet qui avait défendu les taxis parisiens contre Uber Hop et qui avait gagné. Donc c'est plutôt un bon présage. Donc ça veut dire que même contre des grands GAFA, on peut des fois se défendre et obtenir gain de cause. Un autre sujet dont on ne parle pas beaucoup, on parle souvent du logement pour actifs, mais finalement très peu du logement pour saisonniers. Pour autant, quand on a des grands événements comme ceux qui nous attendent dans ces prochains jours et prochaines semaines, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, mais on vient de parler d'Airbnb, mais Airbnb induit cette pénurie de logements pour actifs, pour logements saisonniers. Alors, selon les destinations, c'est vrai que c'est pas hétérogène. On a des destinations qui, elles, ont vraiment une saison qui est marquée sur 4, 5 mois. Après, d'autres destinations qui s'inscrivent dans un tourisme 4 saisons parce qu'elles ont un fort potentiel culturel qui fait qu'elles peuvent étendre leur saison du mois de février à fin octobre. En tout état de cause, de toute façon, aujourd'hui, bien évidemment, on a une pénurie de logements pour les actifs. C'est un des éléments qui détermine la qualité de vie au travail. Un salarié qui est bien logé dans de bonnes conditions, surtout quand il rentre dans le marché du travail, notamment dans la branche des CHRD, a besoin de vivre dans des conditions décentes avec un confort qui lui permette d'être efficient dans son travail. Finalement, le manque de logements pour actifs, et du coup pour saisonniers, c'est aussi un manque d'attractivité pour la profession, en tout cas pour les établissements, d'arriver à trouver du personnel adéquat pour les périodes que... Vous faites bien de le relever. En effet, aujourd'hui, on est dans une logique où quand un salarié postule à un poste, l'une des premières questions qu'il demande, c'est si on a une solution d'hébergement à lui proposer. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui vient sur une saison de 6 mois, 8 mois, 9 mois, a une rémunération qui est en adéquation avec le travail qu'il va remplir. Mais par contre, il ne peut pas imaginer aujourd'hui avoir à squeezer cette rémunération en contrepartie par le coût du logement. Et aujourd'hui, la pénurie de logement fait que le logement est devenu tellement onéreux que ces gens-là sont découragés et c'est un problème pour nous d'attractivité de nos métiers. Est-ce que certains établissements essayent aussi de proposer justement des solutions de logement à leurs saisonniers ? On a sur le territoire un certain nombre d'initiatives, de gens qui se sont regroupés pour louer un camping qui était fermé, mettre des mobil-homes sur le camping, d'autres qui essaient avec les collectivités d'identifier des entités foncières qui pourraient être des appels à projets avec des bailleurs sociaux pour avoir à créer des maisons de saisonniers. On est au balbutiement de cette démarche avec des initiatives qui sont en train d'être menées par un certain nombre de départements de l'UMI. Et moi-même, en ce qui concerne la métropole et Côte d'Azur, aujourd'hui, on a pu identifier trois entités foncières, dont 2 qui appartiennent à la ville de Nice et qui devraient peut-être à terme pouvoir nous permettre un jour d'imaginer de sortir une maison des saisonniers sur une typologie de T1 et T2, sur une capacité de 90 à 120 logements, ce qui pourrait être déjà un premier pas. Et je pense que ça serait un exemple à donner à l'ensemble des autres pôles touristiques français d'identifier avec les collectivités des entités foncières qui sont la propriété de ces collectivités et qui pourraient être utilisées pour la création de maisons de saisonniers. Est-ce que vous n'avez pas intérêt aussi à vous rapprocher peut-être du patronat ? Je sais que le MEDEF, notamment le MEDEF à Nice, en tout cas sur le territoire de la métropole, réfléchit aussi à notre président confédéral, Thierry Marc, siège au COMEX du MEDEF. Croyez-moi que c'est un sujet qu'il met sur la table à chaque réunion qu'il a avec Patrick Martin. Bien évidemment, le MEDEF est un des acteurs qui peut nous aider dans nos démarches. Vous avez des problématiques communes et peut-être des solutions communes à inventer ? Elles sont transversales parce qu'elles ne sont pas propres uniquement à la branche des CHRD. Aujourd'hui, on retrouve les mêmes difficultés dans les services, dans la santé et ainsi de suite. Aujourd'hui, nos salariés ont du mal à se loger proche de leur lieu de travail ou alors à des coûts tels qu'ils sont découragés et qu'ils changent de métier. Justement, changer de métier, c'est l'hôtellerie, beaucoup la restauration, mais l'hôtellerie aussi est un métier qui évolue beaucoup. On a beaucoup parlé de développement durable, ça oblige aussi les établissements à peut-être à changer leur perspective. On parle beaucoup de tourisme durable aussi, de slow tourisme. Toute cette attractivité de métier,
Comment est-ce que vous travaillez sur séduire les jeunes, changer peut-être l'image Écoutez, ce qui est certain, que cette nouvelle population, ces nouveaux collaborateurs vont être sensibles de plus en plus à la RSE et à l'engagement sociétal de nos entreprises sur la partie écologique. Donc bien évidemment qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, la majeure partie des chaînes hôtelières s'engagent dans une labellisation, que ce soit un écolabel européen ou Clé Verte, et on encourage l'ensemble de nos adhérents, mais pas seulement que les hôteliers, ça s'adresse aussi aux restaurateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nos personnels seront de plus en plus sensibles, cette jeune génération, à notre engagement sociétal à leur côté. Est-ce que c'est un métier qui attire toujours l'hôtellerie? Mais le métier de l'hôtellerie attire toujours, le métier de la restauration aussi. On est des beaux métiers où on a un ascenseur social qui est exceptionnel. On peut démarrer au bas de l'échelle aussi bien dans la restauration de l'hôtellerie. On peut commencer veilleur de nuit pour finir un jour directeur général d'un hôtel 5 étoiles. Et je sais que j'ai un tas d'exemples à vous donner, mais on ne peut peut-être pas les citer. Et pareil en restauration, on peut être runner ou commis de bar et finir chef barman ou directeur de salle ou directeur de restaurant. Donc il y a un véritable ascenseur social avec souvent un métier qui est présenté comme pénible, mais la pénibilité, c'est le lot de l'ensemble des autres secteurs, que ce soit la santé, le bâtiment, le service, où ces gens-là travaillent aussi à la coupure, en horaire décalé. Il est évident de toute façon que la période Covid a mis fin à un sens sacrificiel au travail et qu'on doit, dans les mois et les années à venir, trouver des solutions pour créer un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Mais les jeunes, finalement, c'est peut-être une bonne source d'inspiration pour trouver des solutions différentes. Alors sur les jeunes, j'ai le privilège et la responsabilité de représenter l'UMI en commission paritaire auprès des organisations de salariés. On a présenté très récemment, le 19 juin, une revalorisation de la grille de salaire des apprentis. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on considère que ces jeunes ont besoin d'être considérés à la hauteur de leur travail, combien même ils seraient apprentis qui viendraient ici pour parfaire leur formation. Ça, c'est le premier des points. Le deuxième point, pour les salariés qui sont déjà dans nos entreprises, la formation est quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que la formation permet à nos personnels d'évoluer et de gravir cette échelle sociale et de pouvoir prétendre, parce qu'ils auront plus de responsabilités, à gagner plus. Donc on a aujourd'hui soumis à la signature de l'ensemble des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés une conventionnelle formation où les entreprises vont elles-mêmes financer la formation de leur personnel. Donc c'est un fait marquant. Justement, l'apprentissage... ça a été énormément plébiscité par les patrons de tout secteur. C'est vrai que ça fonctionne très bien, mais c'est vrai aussi qu'on parle d'un soutien peut-être un peu moins solide de la part de l'État. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter? Mais je pense aujourd'hui qu'on est dans un contexte qui fait qu'on doit compter sur nous-mêmes. L'État fait ce qu'il peut. Aujourd'hui, on connaît les difficultés de l'État et le déficit croissant de l'État. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va compter sur nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé une grille de revalorisation des salaires des apprentis. Et en effet, pour pouvoir permettre à un apprenti d'aller au terme de son apprentissage, qui est souvent sur une période de 3 ans, il faut qu'au fil des ans, il ait l'impression que son travail est de plus en plus reconnu et qu'il soit rémunéré à sa juste valeur. C'est vrai que ça fait aussi l'attractivité. Peut-être on parlait justement de trouver de nouvelles solutions. Et c'est vrai que globalement, le tourisme n'est pas forcément que votre métier, mais il y a finalement très peu de start-up, j'ai l'impression, qui arrivent à disrupter un peu les modèles. Finalement, on a l'impression que l'innovation vient plus sur la RSE, de proposer d'autres expériences, mais il n'y a pas forcément encore... Je ne partage pas ce point de vue. Ah ben, parfait. Je ne partage pas ce point de vue parce qu'on a vécu en 2000 une transformation de notre économie, je pense plutôt à l'hôtellerie, mais ça s'adresse maintenant aussi à nos amis restaurateurs, où on a notre économie qui s'est digitalisée. Et la manière d'aller chercher nos clients qui est devenue totalement différente de ce qu'elle pouvait être avant les années 2000, avec l'arrivée des plateformes numériques de réservation. Et là, on va vivre un deuxième choc, pas pétrolier, mais qui va être lié à l'IA et qui va sûrement bouleverser nos métiers avec avec beaucoup plus de rapidité, et ça risque d'être beaucoup plus rapide que cela a été sur l'arrivée des plateformes numériques. Et on est bien évidemment au niveau de l'UMI déjà dans cette réflexion de savoir comment ces startups vont pouvoir nous aider à intégrer l'IA dans nos métiers, aussi bien dans l'hôtellerie, la restauration, les discothèques et tous les secteurs de l'activité de la branche que nous représentons. Alors finalement, vous parlez un peu plus du côté amont, quand moi j'imaginais plus le côté aval, c'était plus dans la notion de service au client ou même d'expérience client. Justement, l'IA, ça pourrait être quoi? Comment est-ce que vous pourriez l'intégrer pour aller plus vite, peut-être mieux servir, peut-être personnaliser aussi l'expérience? Vous l'avez dit, l'IA, elle va nous aider en termes d'expérience client, elle va aussi nous aider en termes de e-réputation.
Aujourd'hui, vous savez que dans le passé, les gens rentraient dans un restaurant sans avoir à s'inquiéter de savoir si ce restaurant avait de bonnes notes ou il correspondait à leurs attentes. Aujourd'hui, un client qui est devant la porte d'un restaurant, avant de rentrer sur une terrasse de restaurant, va consulter Google, va consulter tous les sites de comparaison pour savoir comment ce restaurant est élevé. Donc l'IA va nous permettre d'être plus pertinent sur la réponse qu'on va faire aux commentaires détracteurs de l'établissement et donc de nous permettre de répondre aux critiques de nos clients, qui sont des critiques qui resteront toujours positives. La critique est quelque chose de positif qui permet sans cesse à nos métiers de s'améliorer. Donc, ce n'est pas un sujet, mais par contre, voilà, ça a déjà un premier axe. Deuxième axe, c'est la gestion de nos stocks. Et la gestion, par exemple, pour un restaurateur, on a rencontré récemment une start-up qui, en fonction de l'analyse de ce qui a été vendu, permet de gérer ses stocks de façon plus pertinente et surtout d'imaginer, de proposer des plats ou des plats du jour en fonction de la météo. Donc, l'IA va forcément nous apporter de la nouveauté et il faut surtout ne pas se priver de ça, sachant qu'il est clair que nous resterons des métiers de service et qu'à un aucun moment donné, l'IA ne remplacera l'humain. C'est vrai, c'est un outil. On dit souvent que voilà, on verra ça n'est pas comme un outil. Mais un outil, un bel outil. Peut-être pour se concentrer sur le territoire du Sud, on est ici à Aix-en-Provence. Le thème de ces rencontres, c'est donc relier les mondes. Ça vous inspire quoi, relier les mondes? Mais relier le monde, c'est déjà relier les collaborateurs à leur patron. Parce que là, je pense qu'il y a aujourd'hui, le contexte est tel qu'il y a un clivage qui fait alors qu'il ne devrait pas exister. Puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on est des métiers responsables où on a des collaborateurs qui sont là depuis de nombreuses années. Donc c'est de nouveau créer du lien entre nos collaborateurs et la direction de nos établissements. Relier les mondes, c'est aussi imaginer qu'on n'est pas seul dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir des démarches... On est relié à d'autres mondes. On est relié à d'autres mondes, et notamment des destinations qui sont de plus en plus agressives, avec des moyens qui ne sont peut-être pas les nôtres. Donc il y a une réelle réflexion à avoir sur savoir comment relier nos mondes à ces mondes, en mettant en avant, par contre, ce que ces destinations, et je ne citerai pas de nom et je ne ferai pas de comparaison, mais n'oublions pas, et là je reste un petit peu chauvin et cocorico, mais on est quand même la plus belle destination du monde où les clients américains, quand ils débarquent et visitent les châteaux de la Loire, ou rentrent sur Paris, la gastronomie, la mode, la culture. Voilà, soyons fiers de la France, soyons fiers de ses potentiels et mettons-les en avant pour relier ces mondes. Merci beaucoup Eric Abissira. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'UMIH. UMIH, l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Et de l'industrie, c'est un terme important aussi. Mais nous sommes une industrie. On n'a souvent pas été considérés comme une industrie, mais nous sommes une industrie. On représente 8% du PIB français. Et par exemple, sur la région PACA, plus de 17%. Donc on doit nous considérer comme une réelle industrie. Et nous sommes une industrie. Merci beaucoup. Merci à vous, Laurent. Bonne rencontre économique. Merci.